Cette conférence, j'ai voulu qu'elle traite donc du sujet de l'immigration, mais non pas tant d'abord sous la question des réponses que nous allons y apporter. Ça, je vous le dirai au fur et à mesure quelles peuvent être les réponses. Mais qu'est-ce que l'immigration? Comment l'immigration en France, comment ce phénomène peut se traiter? Pour qu'il puisse se traiter en fonction de l'intérêt national, il faut déjà connaître le sujet dont on parle. Donc, on va parler à la fois de la réalité de l'immigration et à la fois, bien entendu, des réponses qu'on va lui apporter. Alors, pour vous présenter un petit peu cette conférence, la première chose, je vais effectivement aborder est-ce qu'on peut traiter objectivement de l'immigration? C'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Globalement, après 3 chapitres, qu'est-ce que l'immigration? De qui parle-t-on? L'immigration chiffre, les coûts, le nombre. Deuxième partie, les enjeux du problème, enjeux politiques, enjeux stratégiques. Donc dans les enjeux politiques, aussi bien les processus identitaires, processus géopolitiques, l'immigration versus chance économique pour la France, les enjeux stratégiques. Donc par enjeux stratégiques, j'entends le droit de vote des étrangers, le lien entre citoyenneté et nationalité, et ce qui concerne la politique de retour. Et en dernier point, je parlerai de nos positions qui seront déjà délayées dans l'ensemble de la conférence. Donc, petite citation de Maurras en introduction. Donc, l'homme est un animal qui forme des sociétés, ou comme il disait, des cités, et les cités qu'il forme sont établies sur l'amitié. J'insiste sur de quelle place on parle pour parler d'immigration. Là, on va parler sur 2 angles. On va parler au niveau de l'intérêt national, et on va parler aussi d'une chose qui est relativement peu dite, mais puisqu'on défend notre civilisation, et comme on défend notre civilisation dans son histoire, bien entendu, cette conférence aussi a un prisme de la dignité des personnes. On ne peut pas parler d'immigration aujourd'hui sans prendre en compte la dignité des personnes. Donc, peut-on traiter objectivement de l'immigration? Nous n'avons, petite spécificité, je n'ai ni mandat, ni volonté d'acquérir une part de marché électoral. Cela nous permet de nous situer, cela me permet de me situer en dehors des préoccupations politiciennes. En dehors des préoccupations politiciennes, pourquoi? Parce que il est bien entendu évident que quand on est de gauche, on a tout intérêt, on va le voir pourquoi, on a intérêt à ce que l'immigration, qu'il y ait une immigration massive en France, et quand on est d'extrême droite, on a intérêt à dénoncer l'immigration sans circonvolution, de manière à gagner des parts du marché électoral. Donc le système démocratique que nous subissons aborde et ne peut aborder l'immigration finalement que sous 3 angles. Le premier, la rentabilité électorale. Le deuxième, dont je viens de parler. Le deuxième, l'affrontement idéologique. Le troisième, les intérêts à courte vue du capitalisme. Donc ça, on travaillera sur l'ensemble de ces 3 points durant cette intervention. Pour dépassionner le débat, il convient de traiter l'immigration non en fonction des idéologies, des modes ou des préjugés, mais au regard du seul critère de l'intérêt national, dans un double souci de paix et de justice sociale à l'égard de tous les résidents étrangers régulièrement présents sur le territoire national. Qu'est-ce que l'immigration? De qui va-t-on parler? Alors on va parler en premier lieu des situations régulières. Les situations régulières, j'y reviendrai sur la question des coûts. Situations régulières, donc des personnes qui sont arrivées de manière légale sur le territoire français. Le deuxième public, situation irrégulière. Situation régulière, 2 ordres de situation irrégulière. On entend parler généralement de clandestins à l'extrême droite. On entend parler de sans-papiers à l'extrême gauche. C'est important de bien spécifier le vocabulaire. Pourquoi? Dans clandestin et sans-papiers, nous recusons à l'Action française ces 2 termes pour la même raison. Quand on parle de situation irrégulière, quand on parle de personnes en situation irrégulière, c'est un statut juridique. C'est un statut juridique qui donne un statut, une réalité à la personne. Quand on parle de clandestins ou de personnes sans papier, on dénie tout statut juridique à la personne. Dans ce cas-là, il est très difficile de le traiter sur un plan politique et sur un plan
liées à la légalité, à l'autorisation d'être ou pas sur le territoire français. On pourrait même aller plus loin en disant que le visage du sans-papier pour les gens d'extrême gauche, est-ce que ça ne serait pas l'homme abstrait de la Révolution française, quoi, des Lumières, voulu par les Lumières, l'homme abstrait qui ne se reconnaît plus dans son passé ni communauté d'origine. Je vais me permettre au fur et à mesure, puisqu'il n'y aura pas des solutions toutes faites, de vous dire des éléments de langage, quoi, des points sur lesquels nous serions amenés à changer la législation en vigueur si nous étions au pouvoir. Sur la situation irrégulière, c'est évident que notre premier travail sera sur la valorisation de nos racines, et le deuxième travail sera ni plus ni moins que de renvoyer les personnes, de reconduire à la frontière les personnes en situation irrégulière en développant les accords binationaux. Il n'y a pas de reconduite à la frontière possible sans restauration ou sans créer des accords binationaux qui existent vis-à-vis d'un certain nombre de pays qui s'effritent actuellement au travers d'une politique extérieure de la France qui manque de consistance. Le troisième public qu'on va aborder, c'est les gens qui passent d'une situation irrégulière à une situation régulière. Donc, entre autres, les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, aujourd'hui, une personne qui arrive sur notre territoire en situation irrégulière, pour avoir l'autorisation, elle va demander effectivement à être régularisée. Cette régularisation met 2 ans. 2 ans de délai pour savoir si elle va être reconduite à la frontière ou pour savoir si elle va pouvoir rester sur le territoire de manière légale. Durant ces 2 ans, elle est financée par une allocation, ça s'appelle l'ATA, l'allocation temporaire d'attente, à hauteur de 299 € par mois. Également, durant ces 2 ans, il y a un hébergement qui lui est payé. Ses frais médicaux lui sont fournis. Donc rien que sur le plan financier, il est évident qu'on ne peut pas et qu'on n'est pas en accord sur ce délai de 2 ans d'attente qui coûte très très cher à l'État. Il y a un autre point de vue, il y a le point de vue éducatif. Le point de vue éducatif et social, on ne fait pas attendre une personne durant 2 ans dans un CADA, dans un centre, sauf que les CADA, ils manquent de place, donc on les envoie dans des centres d'hébergement d'urgence. On ne fait pas attendre une personne décemment durant 2 ans, lui disant pendant 2 ans, tu mets en parenthèse ta vie, et au bout de 2 ans, on te dira si tu peux rester sur le territoire ou pas. Je prends l'exemple, si on dit à la personne qu'elle peut rester sur le territoire, la personne a passé 2 ans de sa vie aux frais de l'État, à être payée, avoir cette allocation de 300 € et la sécurité sociale prise en charge par l'État. Au bout de 2 ans, cette personne n'a pas envie de travailler. L'image qu'elle a de la France, c'est un pays où on peut gagner de l'argent sans travailler. Si au bout de 2 ans, on dit à la personne maintenant, vas-y, tu peux prendre tes affaires et tu peux partir, on va te reconduire à la frontière. Là, également, sur le plan social et éducatif, on dit simplement à la personne, pendant 2 ans de ta vie, elle a servi à rien et tu peux faire une croix sur tes 2 dernières années. Donc, c'est pas satisfaisant ni d'un point de vue éducatif social, ni d'un point de vue national. Un public spécifique des situations irrégulières qui vont être régularisées, c'est les mineurs étrangers isolés. Les mineurs étrangers isolés sur le territoire, la dernière circulaire Taubira parle de 8000 mineurs étrangers isolés. Ces 8000 mineurs étrangers isolés, toujours la dernière circulaire Taubira, leur alloue un budget de 250 € par jour. Faites le calcul, c'est assez simple en sachant qu'un mineur étranger isolé qui par la suite va avoir un contrat jeune majeur, alors désolé, je peux pas rentrer en toutes les significations, un contrat jeune majeur c'est entre 18 et 21 ans, ça peut aller par la suite, une fois qu'il aura un statut dans le cadre d'un contrat jeune majeur, c'est 130 € par jour entre 18 et 21 ans. Donc vous imaginez la somme financière allouée pour des gens qui ne sont pas en situation régulière pour le coup. Simplement qui ont moins de 21 ans. Alors je sais pas, peut-être que j'en parle un peu plus tard, mais faut savoir que c'est France Terre d'Asile qui détermine si les personnes sont mineures ou majeures. France Terre d'Asile, donc on connaît le militantisme de France Terre d'Asile. Ce qu'on sait moins, c'est que France Terre d'Asile se fait régulièrement taper sur les doigts par la gauche et l'extrême gauche, parce que la gauche et l'extrême gauche estiment qu'ils sont trop permissifs. Effectivement, sur les demandes de mineurs étrangers isolés, ils ont débouté 50% des personnes. 50% des personnes. Tout bon, en l'occurrence. Alors je sais plus exactement ses fonctions
ses fonctions actuelles, s'il est défenseur des droits, pardon, depuis un an, les a condamnés officiellement le 29 août pour avoir ne pas été pour être passé clément vis-à-vis des gens qui demandent à être sur le territoire français reconnus comme mineurs étrangers isolés. Tout ce que je vais vous dire ce soir, il y a un certain nombre, je vais évoquer un certain nombre de textes de loi, un certain nombre de documents. Tous ces documents, je les ai emmenés avec moi, c'est intéressant de les lire, c'est intéressant de comprendre la finalité de ces documents, parce qu'on va les retrouver aussi bien dans cette première partie sur le qui parle-t-on, que bien entendu sur la manière dont se posent les problèmes de l'immigration aujourd'hui. Donc il est évident que si on arrivait au pouvoir, ça va sans dire, on arrêterait les contrats jeunes majeurs, voilà, et on arrêterait aussi le statut de mineurs étrangers isolés. Alors on arrêterait les contrats jeunes majeurs pour les mineurs étrangers isolés, pardon. Le contrat jeune majeur pour les mineurs étrangers isolés, autre chiffre, sur Paris, il les limite pour les gens en situation régulière sur le territoire. Pour les situations irrégulières, ça coûtait 60 millions d'euros par an depuis 2008, qui n'était pas prévu dans le budget initial. Ce chiffre est un chiffre de la DAZES, donc un chiffre du Conseil général de Paris. Donc c'est des chiffres, la plupart des chiffres que je vais vous dire ne viennent pas d'illustres inconnus, ne viennent pas de gens mandatés par l'extrême droite, viennent de l'État, du Conseil général ou du Conseil régional. Autre point qui est rarement abordé quand on parle d'immigration, je l'ai mis dans les situations irrégulières qui deviennent situations régulières, c'est la question des visas touristiques. Les visas touristiques, on les aborde pas, bien entendu. Un visa touristique, c'est un visa de 3 mois, la personne est censée repartir. Sauf que les visas touristiques, je dis le chiffre de mémoire, c'est 150 000 Algériens par an, ou 180 000, pardon, Algériens par an, ça doit être 150 000 Marocains et 70 000 Tunisiens. Cette année, exceptionnellement, François Hollande a délivré 300 000 visas rien que pour l'Algérie. Donc ces personnes sont censées être sur le territoire pour 3 mois. On n'a aucun chiffre. Est-ce qu'elles restent sur le territoire? Est-ce qu'elles partent du territoire? On n'a aucun chiffre. Dernier point sur cette passation du situation irrégulière à situation régulière, le regroupement familial. En 2012, le regroupement familial est la cause de 45% des délivrances des titres longs de séjour de 10 ans renouvelables. 45%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il se pose la question de l'immigration, invasion, telle que ça peut être théorisé par certains, je n'en parlerai pas sous cette forme-là en tout cas ce soir, il est évident que le regroupement familial prend sa pleine mesure à ce moment-là. 45%, 50% si vous voulez, aujourd'hui des gens régularisés sur le territoire viennent par le regroupement familial. Donc viennent pas parce qu'ils sont en demande d'asile politique, viennent pas parce qu'ils sont pourchassés pour ce qui est les cas les plus fréquents, pour homosexualité dans leur pays, pour sévices, pour guerre civile dans leur pays. Non, ils viennent simplement pour retrouver leur famille. Giscard d'Estaing, en libéralisant par un décret en 76 le regroupement familial, a provoqué là pour le coup une vraie immigration de peuplement. Il est évident que si l'Action française arrive au pouvoir, nous apporterons au moins une restriction au regroupement familial. J'ai une restriction parce que faire évoluer un cadre législatif, c'est jamais simple. Et vous allez voir que, alors j'ai fait un papier après pour ceux qui seront intéressés sur les 20 mesures qu'on pourrait mettre en œuvre par rapport aux problématiques de l'immigration. Ces 20 mesures touchent à petit peu près à tout. On va parler tout à l'heure d'architecture, on parlera aussi de géopolitique. Donc l'immigration en chiffres, le grand remplacement. Donc le grand remplacement, c'est la question que se pose Renaud Camus, écrivain que tout le monde connaît. Il est toujours intéressant, je fais une petite digression simplement, quand on entend parler d'un nouveau vocabulaire, en l'occurrence grand remplacement, théorisé par un écrivain, il est intéressant de savoir d'où on parle et d'où parle cet écrivain. Cet écrivain, on l'a reçu ici, c'est un ami de l'Action française, pourrait-on dire. On a beaucoup débattu sur la question de l'enracinement et sur la question de la transmission. Voilà, j'en dis pas plus, on pourra en parler par la suite, mais c'est intéressant de savoir d'où on parle pour théoriser l'immigration en France. Donc l'immigration en chiffres,
Alfred Sauvy, hein, les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer tout ce qu'on veut leur faire dire. Simplement, voilà, je vais vous ennuyer 2 petites secondes pour le nombre d'immigrants en France. Donc sur les situations régulières, ça va de 100 000 par an, selon Valérie Rabault, une économiste de gauche, à 200 000, selon aussi bien André Posokov, qui est un commissaire aux comptes, proche de Polémia, donc plutôt proche des milieux d'extrême droite. L'OCDE et l'INSEE disent également, parlent aussi de 200 000 situations régulières par an. Les situations irrégulières, là, c'est aussi assez peu. Même Posokov, pour le coup, parle seulement de 50 000 situations irrégulières par an, en sachant que c'est difficile de les quantifier. Cazeneuve parle de 60 000. Même Cazeneuve est au-dessus des chiffres de l'extrême droite. Cazeneuve, ministre en exercice, ministre de l'Intérieur en exercice. Sur l'émigration, alors il faut parler aussi de l'émigration et de retour au pays. On considère que l'émigration, c'est 80 000 par an. Donc 80 000 Français, pour le coup. Là, pour le coup, c'est des Français qui partent. Alors, c'est pas la même typologie de personnes qui quittent la France pour aller souvent en Amérique ou en Asie. Mais c'est des gens qui sont décomptés des totaux de l'immigration en France. Et le retour. Ça c'est Jean-Paul Gourevitch qui parle, c'est à peu près le seul d'ailleurs qui parle. Il estime que sur 250 000 situations régulières et irrégulières par an, il y a à peu près 90 000 personnes qui retournent dans leur pays d'origine, ou en tout cas qui quittent le territoire. Ce qui fait pour les première, deuxième génération. Selon Gourevitch, ça fait de 8 à 10 millions d'immigrés. Voilà, c'est selon sa conférence qu'il avait faite ici en 2011. Selon Posokov, c'est 11 millions. Selon Michel Tribala, qui fait autorité en la matière, c'est une étude de l'INED, c'est relativement sérieux, 12,3 millions. Donc on peut considérer en moyenne qu'il y a entre 10-11 millions, si on fait une moyenne, tout est relatif parce que les situations irrégulières, encore une fois, difficiles d'en vérifier l'ampleur. On peut considérer qu'on a 10 à 11 millions de personnes sur le territoire. Les visas de tourisme, donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc il faut rajouter bien entendu les visas de tourisme chaque année, donc qui sont de l'ordre de 300 000 rien que pour le Maghreb. Une immigration de masse, pouvant se trouver à l'origine d'une substitution de population, c'est un risque. On peut le mettre comme une hypothèse. Certains le prennent comme un fait, comme Renaud Camus. Effectivement, quand il y a 10 millions d'étrangers sur notre territoire, on peut se poser la question. Se poser la question, c'est sans doute déjà y répondre. C'est la raison pour laquelle la question de l'immigration implique de poser à nouveau celle de la nation. On y reviendra un peu plus tard, de la nation, de la citoyenneté, du nationalisme. Maurras évoquait « Le nationalisme s'applique aux pères eux-mêmes, à leur sang et à leurs œuvres, à leur héritage moral et spirituel plus encore que matériel. Le nationalisme est la sauvegarde due à tous ces trésors qui peuvent être menacés sans qu'une armée étrangère ait passé la frontière, sans que les territoires soient physiquement envahis. » Donc on aura l'occasion de reparler de cette immigration, effectivement, qui n'est pas violente dans son fait, mais qui, 10 millions d'étrangers sur notre territoire, ça pose un certain nombre de questions. Sur les coûts de l'immigration, une petite citation de Michel Tribala. « L'opinion a tendance à exagérer les réalités qui l'inquiètent le plus. Il y a là un mélange d'inculture statistique et d'irrationnel. » Je pense avoir compulsé énormément d'articles, énormément de livres traitant de l'immigration. Quand on traite du coût, et c'est là où il y a la plus grande imposture à mon avis, aussi bien à gauche qu'à l'extrême droite, on trouve de tout et son contraire. On trouve de tout et son contraire avec beaucoup d'hypothèses. Il y a un certain nombre de statistiques qu'il n'y a pas le droit de faire en France. Il y a un certain nombre d'éléments, entre autres les statistiques ethniques. Du coup, il y a un certain nombre d'éléments que nous ne pouvons avoir. Par exemple, sur le RSA. Voilà, le RSA, combien de gens en situation irrégulière, combien de gens en situation irrégulière et combien de Français touchent le RSA.
c'est impossible d'avoir des chiffres précis sur la distinction situation régulière, situation irrégulière et immigrés français. Alors la gauche n'a pas toujours été angéliste. Le 3 décembre 89, je rappelle une petite émission sur 7 sur 7, Michel Rocard qui évoquait: nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. La France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique, mais pas plus. Alors on va voir comment la France accueille actuellement. Donc particulièrement au 19e et au début du 20e, c'est vrai que la France a eu recours à l'immigration pour permettre la modernisation de notre pays, au moins jusqu'aux 30 Glorieuses. Elle fut du reste encouragée par le patronat, qui voyait dans les immigrés une main-d'œuvre à bas coût et peu exigeante sur le plan social. Petite anecdote, il y a encore une dizaine d'années, donc j'exerçais comme conducteur de travaux dans le génie civil. On allait chercher à l'étranger des gens pour travailler sur les chantiers de génie civil en France. Il y a 10 ans, c'était pas les 30 Glorieuses, parce qu'on trouvait pas de main d'œuvre en France. Ça, c'est une réalité aussi, une petite chose dont je ne parlerai pas ce soir, mais là, un certain nombre d'emplois aujourd'hui qui ne sont pas remplis par des Français, parce qu'on a dévalorisé les CAP et BEP, où on manque beaucoup de main d'œuvre dans le BTP. Voilà, donc il y a aujourd'hui des filières professionnelles à revaloriser. Ça passe aussi par là. Quand on parle d'immigration, il ne faut pas se limiter sur un sujet stricto sensu, est-ce qu'on garde ou pas les immigrés. C'est également là-dessus sur qu'est-ce qu'on fait que fait l'éducation nationale. Donc les coûts de l'immigration. Le premier coût de l'immigration, c'est une étude de l'université de Lille, qui estime que l'immigration apporte un bénéfice en France évalué entre 3,8 et 12 milliards d'euros. Le problème de cette étude, entre autres, c'est qu'elle ne prend pas plus 12 millions d'euros, le maximum. 12 milliards d'euros, pardon. Le problème de cette étude, c'est qu'elle ne prend pas du tout en compte les situations irrégulières. Il est évident que ce qui rapporte dans l'immigration, c'est les situations régulières. Il est évident que ce qui a un poids colossal, c'est les situations irrégulières. Si on regarde dans ceux qui pensent que l'immigration coûte très cher, Jean-Paul Gourevitch aujourd'hui parle. Alors, il a publié un livre qui a provoqué beaucoup de polémiques. La migration pour les nuls. Seulement, vous vous doutez bien que pour publier un livre dans ce genre d'édition, faut changer un petit peu de posture. Donc là, il nous parle que l'immigration nous coûterait 9 milliards d'euros. Quand il est venu il y a 2 ans, c'était 17 milliards d'euros. Il y a 4 ans, il estimait que c'était 30 milliards d'euros. Donc voilà, donc il baisse ses chiffres, sans doute dû à ses calculs. Beaucoup d'hypothèses également dans ces calculs. Je pense que Jean-Paul Gourevitch, je vous le redirai plus tard, mais je pense que c'est un des plus sérieux sur ce sujet-là. Néanmoins, les variations de chiffres en 4 ans, passées de 30 milliards dans ses études à 9 milliards d'euros, c'est pas très satisfaisant. Maurice Allais, prix Nobel d'économie, parlait de 18 milliards d'euros, prix Nobel d'économie. Pierre Milos, donc le précurseur en la matière, pour le coup, qui était membre ou apparenté au Front National, 55 milliards d'euros. Gérard Pince, économiste, 62 milliards d'euros, Yves-Marie Lolland, 70 milliards d'euros, et André Possokov, à mon sens, il y a beaucoup de choses très j'ai surtout analysé Jean-Paul Gourevitch et André Possokov. Possokov parle de 84 milliards d'euros, mais avec énormément d'hypothèses. Voilà, je suis pas persuadé que ça ait beaucoup d'intérêt de faire des calculs savants avec beaucoup d'hypothèses quand on est sur des disparités entre d'une centaine de milliards d'euros. Difficile de s'y repérer. Donc ne comptez pas pour moi pour vous dire si l'immigration dans son ensemble coûte. Je pense qu'elle a un coût démesuré effectivement, mais je pense qu'il y a une distinction à faire entre situation régulière et situation irrégulière. Et je pense aussi que la problématique de l'immigration aujourd'hui, c'est pas son coût. Je pourrais prendre énormément de comparaisons. Là, par exemple, les 30 000 personnes qui viennent de rattraper fiscalement à hauteur chacune d'1 million d'euros, et on estime que c'est même pas 10% des évadés fiscaux. Voilà, c'est, si vous voulez, ce que coûte l'immigration à l'État. Les situations régulières, c'est peanuts à côté des dépenses publiques. Donc c'est pas là-dessus qu'il faut attaquer l'immigration. En tout
cas, c'est pas là-dessus que nous on va, voilà, c'est pas là-dessus qu'on va contester l'immigration telle qu'elle est actuellement. Une des choses donc qu'on mettra en place, c'est de limiter, pour les immigrants en situation régulière, de limiter les minima sociaux à 80% du SMIC. Pourquoi? Aujourd'hui, si on additionne l'ensemble des minima sociaux par rapport au SMIC, en fait, on gagne plus, simplement. Je prends l'exemple de Paris. À Paris, une personne donc en situation irrégulière, avec une carte d'1 an, simplement, une personne en situation régulière, pardon, avec une carte d'1 an, peut toucher un RSA, donc de 560 €, peut avoir une carte solidarité transport 8 zones, gratos, va avoir la CMU, donc la sécurité sociale gratos, va avoir la CMU complémentaire, donc la couverture maladie universelle complémentaire, c'est la mutuelle gratos, et non imposable, non saisissable. C'est-à-dire que la personne aujourd'hui qui... alors c'est valable aussi pour des Français, hein, des gens de nationalité française, hein, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui la personne qui a des dettes, vous contractez un crédit à la consommation, ce qui est très très simple à faire, vous avez des dettes, vous n'avez aucun intérêt à travailler. Vous êtes au SMIC, vous avez contracté un crédit de 10 000 €, vous êtes au SMIC, vous allez être saisi sur votre salaire. Vous contractez ce crédit de 10 000 €, vous êtes au RSA, vous gagnez sensiblement la même chose, qu'il faut penser aussi que les allocations sont supérieures, bien entendu, si vous avez le RSA que si vous avez le SMIC, mais vous êtes non saisissable. C'est-à-dire que personne, l'État, n'a pas le droit de venir piocher sur votre compte ce que vous devez pour rembourser. Donc c'est valable pour les immigrés, c'est valable pour les Français. Les associations communautaristes, alors je suis pas allé très loin, j'ai regardé simplement sur internet ce que coûte la CIMAD, France Terre d'Asile, la HALD et RESF. Bon, ces 4 associations, ce que leur alloue l'État, donc l'argent de nos concitoyens, c'est 90 millions d'euros. Voilà. C'est pas énorme par rapport au budget d'État, voilà, mais 90 millions d'euros qu'on pourrait aménager autrement. Donc c'est évident également, dans ce qu'on pourrait faire, c'est encadrer les subventions voilà, de ceux qui contreviennent aux lois, d'autant plus parce que ils sont payés 90 millions d'euros pour organiser souvent des manifestations contre le cadre de nos lois. Voilà. Alors j'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais RESF par exemple impose aujourd'hui à la DRIL et commande à la DRIL, commande à l'État de prendre des mineurs étrangers isolés sur les centres. Et donc il faut savoir que pour les gens à la rue, il y a une place d'hébergement pour 7 personnes à la rue, et qu'aujourd'hui sont prioritaires les gens en situation irrégulière, entre autres. C'est une priorité politique. Voilà. Les aides sociales, le coût des aides sociales. Donc les aides sociales, oui, petit passage intéressant sur refuser l'accès à un droit en raison de la non-appartenance à la nationalité française est une discrimination définie par le code pénal. Je vous lis le code pénal. Constitue une discrimination ou distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leurs origines, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, apparence physique, patronyme, état de santé, handicap, caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle, âge, opinion politique, activité syndicale, et de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ce qui fait que les chiffres que je vais vous donner, il y a un certain nombre d'organismes qui existent uniquement pour les situations irrégulières, et il y a des organismes ou des aides financières telles que le RSA, la H, l'ASPA, etc., qui ne peuvent pas être dévolues aux seuls Français. Donc, quand on entend des politiques qui souhaitent que telles aides soient dévolues aux seuls Français, la première des choses, c'est changer le code pénal. On ne pourra pas, sans changer le code pénal, changer les aides. Rapidement, l'AME, donc l'AME, c'est l'aide médicale d'État, donc prise en compte de la santé. Là, pour le coup, il y a quatre aides emblématiques pour les immigrants en situation irrégulière. Les 4, c'est l'AME, l'ATA, le CADA et l'OFPRA. L'AME, donc aide médicale d'État, c'est 750 millions d'euros. L'allocation temporaire d'attente, c'est 140 millions d'euros. Les CADA, c'est les centres pour les demandeurs d'asile. Je crois que ça me peut pas.
Les CADA, c'est 200 millions d'euros, et l'OFPRA, qui est l'organisme en fait qui va valider la situation régulière des étrangers, c'est 38 millions d'euros. Donc ça, c'est l'argent qui est dévolu uniquement aux personnes en situation irrégulière. Là-dessus, il est évident que pour nous, la première des choses, ça serait de limiter l'AME, pas forcément de l'interdire. Je pense que l'aide médicale d'État qui est dévolue aux situations irrégulières, je pense que dans un pays occidental, dans un pays qui a des moyens financiers comme le nôtre, on se doit à une certaine aide médicale pour des gens qui sont nécessiteux. Je pense d'autant plus aux gens issus de la francophonie, où c'est notre place à tenir dans le monde. Maintenant, Wauquiez avait proposé de mémoire avec Bachelot, ça peut sembler étonnant, mais de mémoire avec Bachelot, qu'il y ait une contrepartie contre l'AME, une contrepartie de 30 euros. Les gens en situation irrégulière, ça peut sembler bizarre de le dire comme ça, mais auraient payé 30 euros et auraient pu avoir cette prestation fournie. Bon, la gauche, la première chose quand elle a fait en arrivant au pouvoir, a supprimé cette condition pour recevoir l'AME, ce qui aurait permis de limiter l'AME. La deuxième chose, c'est effectivement, on arrêterait, si on était au pouvoir, l'allocation temporaire d'attente qui n'a à peu près aucun sens. Voilà. Les autres aides, je passe rapidement sur les chiffres, mais le revenu de solidarité active, c'est 8 milliards d'euros. Voilà. Alors le seul problème, c'est que tous ceux qui ont écrit sur l'immigration, ils vont tous de leurs petits chiffres, de leurs petits pourcentages. Voilà, sur les situations régulières, quoi, les étrangers en situation régulière qui touchent le RSA, honnêtement, c'est impossible à savoir. L'âge, c'est pareil. L'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, c'est pareil, mais ça, on peut venir à 60 ans en France, être étranger en France, être en situation régulière en France et toucher une retraite en France. Bon, c'est étonnant. Et les allocations familiales, c'est 13 milliards d'euros, mais 13 000 milliards d'euros, pardon, mais on est incapable également de savoir à qui elles profitent. Sur cette question économique, j'ai envie de faire un parallèle avec, vous vous souvenez de l'arrêt Bolkestein, il y a quelques années, où on fustigeait à juste titre le démantèlement de toutes les protections sociales. La démission du politique a ouvert la porte du triomphe à une nouvelle féodalité économique. C'est une sorte de dumping social. Alors c'est étonnant que les gens qui passent leur temps à dénoncer le dumping social, entre autres le NPA par exemple, se soient retrouvés dans les combats sur l'immigration, toujours sur la même position que Parisot par exemple, que le MEDEF. Toujours. L'immigration freine ainsi toute tentative d'instaurer une meilleure législation sociale, d'autant que, devenu un enjeu électoral, a interdit d'élever le débat au-dessus de la joute continuelle et artificielle entretenue par les factions. C'est évident qu'il est très difficile aujourd'hui de remettre en cause toutes ces aides, parce que ces aides aussi nourrissent le secteur social, elles nourrissent très bien le secteur social, et si vous remettez en cause ces aides, vous remettez en cause quelques centaines d'emplois, quelques milliers d'emplois même, si je puis dire. Ces milliers d'emplois ne vont pas se laisser faire comme ça. Ils seront les premiers à être dans la rue. Donc par rapport à ça, par rapport à ces données, ce qui semble important de restaurer l'État, bien entendu, face à la financiarisation, de restaurer notre souveraineté. Sans restaurer notre souveraineté, je vous dirai un petit mot tout à l'heure de l'Union européenne, mais sans restaurer notre souveraineté, on ne pourra pas revenir sur la politique migratoire. Et bien entendu, d'instaurer une préférence nationale, aussi bien à l'embauche que d'ailleurs sur l'ensemble des aides sociales. Voilà, les aides sociales ont été créées pour la plupart durant une période de plein emploi. Voilà, aujourd'hui avec entre 10 et 12% de chômeurs, c'est évident que la société du plein emploi, on en est loin. Deuxième partie, les enjeux du problème. Alors les enjeux du problème, les premiers enjeux, ils sont politiques. Je parle donc processus identitaire, perte de repères, on peut aller un peu plus loin. Ouais, ghettoisation. Ghettoisation, un petit dessin que j'aime bien, les sanctions pour les chômeurs, qui font partie de la ghettoisation pour le coup, à 100 km de chez nous, travail de nuit, week-end compris, 10 heures par semaine, 70% du SMIC, c'est l'offre d'emploi ou la sanction. Très intéressant parce que les gens qui vendent la politique d'immigration depuis des années n'ont cessé de ghettoiser les immigrés. La gauche est la première.
le pourtour de Paris, la banlieue rouge, a été très très attractif pour les immigrés, parce que c'était des bons électeurs de la gauche et de l'extrême gauche, ou en tout cas la gauche et l'extrême gauche souhaitaient en faire de bons électeurs. On y reviendra un petit peu plus loin. Néanmoins, on les a ghettoisés, simplement proprement. Il y avait des militants de l'Action française, on appelle les militants qui étaient immigrés de fraîche date, marocains, à Clermont-Ferrand, et qui étaient allés se plaindre à la mairie pourquoi est-ce qu'on les mettait toujours à Croix-Néra dans la cité de Clermont-Ferrand, banlieue. Voilà, pourquoi est-ce que dès que de nouveaux immigrés arrivaient, alors que la mairie de Clermont-Ferrand est très très favorable à l'immigration, pourquoi est-ce que les logements sociaux qu'on leur trouvait, c'était pas aux mêmes endroits que les Français? Pourquoi c'était forcément dans les barrages HLM? Et pourquoi est-ce qu'on créait des ghettos? Voilà. Alors, selon une étude réalisée par des chercheurs américains, le coût de la ghettoisation représente 3,8% du PIB des États-Unis. Rapporté au PIB français, toutes choses égales par ailleurs, on frôle les 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros. Une étude de l'Institut national des hautes études de la sécurité de la justice, donc c'est présidé par un préfet, Cyril Scott, nommé par le gouvernement socialiste, estime que les 4 départements de la petite couronne d'Île-de-France, entre 2007 et 2013, sur les 76 meurtres, il y a 76 meurtres qui ont été commis dans le 92, 204 dans le 93. C'est des chiffres à rapprocher du taux de chômage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on reviendra sur la criminalité, c'est mon passage juste en dessous, je vous le dis tout de suite, 95% aujourd'hui, alors contrairement à ce que dit l'extrême droite, et je vais vous expliquer pourquoi, 95% aujourd'hui des gens qui sont considérés comme des criminels sont français, 95%. Voilà, je vous parlerai de leurs origines après, mais 95% en tout cas sont français. Aujourd'hui, si on habite dans le 93 ou si on habite dans le 92, qui est le département le plus vaste d'Île-de-France, aujourd'hui on a plus de chances de frayer avec la criminalité dans le 93 que dans le 92. C'est pas tant parce qu'il y a des immigrés, c'est parce que c'est de véritables ghettos et qu'aujourd'hui il y a de l'insécurité dans des lieux qui ont été ghettoisés par le pouvoir en place. Voilà, selon une enquête de l'Observatoire des discriminations, donc ça dépend de l'université Paris 1, une personne d'origine maghrébine a 5 fois moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche à CV équivalent. Le taux de chômage des jeunes 18-25 ans en zone urbaine sensible atteint 38%. C'est le double de la moyenne nationale. Donc c'est pas pour être larmoyant, simplement il faut le prendre en compte. En l'occurrence, les immigrés, ils sont là par la politique de nos gouvernements. Ils arrivent dans une situation où on va les parquer. En fait, dans le 93, dans le ghetto, est-ce qu'on peut sortir de ce ghetto? Ça me semble complexe. Donc la première chose, une des choses à faire, bien entendu, politique d'urbanisation, c'est-à-dire toutes ces barres d'immeubles qui étaient très à la mode dans les années 70, il va falloir les supprimer. La deuxième chose, faire appliquer, ça va scandaliser la droite, mais je pense que c'est important, les 20% de logements sociaux dans toutes les villes. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est une loi qui a été votée par la gauche. Toutes les villes doivent avoir 20% de logements sociaux ou très sociaux. Sauf que la mairie de Paris, par exemple, qui est dirigée a priori par quelqu'un de gauche, il paraît, a trouvé l'astuce pour faire exploser son chiffre des 20%. Une astuce qui est assez simple, c'est-à-dire que pérenniser des locaux sur Paris, c'est très dur. Il y a peu de locaux, ça coûte cher et c'est un investissement à long terme. On sait que la durée d'une loi, c'est quelques années. La loi peut être changée, tout change vite. Donc pour rentrer dans ces logements sociaux ou très sociaux, ils multiplient aujourd'hui le nombre de foyers de jeunes travailleurs et surtout de résidences sociales. La loi aura sauté, puisque c'est des gens qui sont là pour une durée limitée, contrairement à un logement social où les gens sont là, où il n'y a pas de raison de les mettre dehors. Donc même le gouvernement socialiste ne respecte pas ce qu'on pourrait appeler l'esprit de la loi. Point suivant, sur la perte de repère, le processus identitaire, la criminalité. Donc ça, c'est une petite phrase de Claude Dillain que j'avais rencontré en 2005 dans le cadre des émeutes. Le retour, donc il y avait des émeutes effectivement à Clichy-sous-Bois, vous vous en souvenez. Le retour à l'ordre est la première préoccupation de la société. Je suis persuadé qu'elle va se contenter d'un retour au calme, qui n'est que la retour à la situation antérieure, c'est-à-dire à celui d'une poudrière prête à exploser. Aujourd'hui, dans n'importe quelle banlieue, on ne sait pas quand ça peut exploser. Ça peut exploser demain, ça peut exploser après-demain.
je fais une petite digression, ce qui est bon signe, c'est qu'avec les bonnets rouges, on sait aussi que de notre côté, ça peut exploser à n'importe quel moment. Ça, c'est plutôt une bonne réponse qu'on peut apporter. Sur la criminalité, les chiffres de l'INSEE. Officiellement, les chiffres de l'INSEE donc, sont fiables, hein, c'est des chiffres qui datent de 2011. Les étrangers représentent 6% de la population française, mais 19% des détenus. Donc 6% de population française, 19% des détenus au 1er avril 2014, pardon, selon le ministère de la Justice. Donc selon le rapport Larrivé, donc un député UMP, c'est un rapport qui vient de sortir, hein, de mémoire en septembre ou octobre 2014, un rapport de l'Assemblée nationale, environ 40 000 détenus peuvent être considérés comme de religion ou de culture musulmane, soit 50% de la population carcérale, alors que les musulmans représentent que de 6 à 9% de la population. Alors là-dessus, on va pas instrumentaliser les chiffres comme le font les uns et les autres. 50% de musulmans, ça veut pas dire 50% d'étrangers. La plupart de ces musulmans ont été soit régularisés, soit étaient déjà français. Voilà. Donc ne faisons pas dire non plus aux chiffres ce qu'ils ne sont pas. Hein. Donc il faut enlever de ces 50% les musulmans français et il faut rajouter à ces musulmans les étrangers non musulmans. Donc voilà, on a une approche simplement, ce qu'on sait de sûr, c'est qu'on a 50% de musulmans, 50% de personnes incarcérées qui sont de religion musulmane. Une des choses qu'on pourra mettre en place, effectivement, c'est la perte de la nationalité française pour les délinquants. La délinquance, en 2013, les chiffres montrent que 684 000 personnes ont été mises en cause par la police, parmi elles, 20% de nationalité étrangère. Les chiffres parlent aussi. Là, il est évident que, voilà, perte de la nationalité étrangère pour les gens mis en cause, refus de la nationalité française, donner la nationalité française aux personnes mises en cause par la police, ça semble seulement du bon sens. Une étude de l'INSEE en 2005 montre que les auteurs de violences urbaines sont français à 95%. Mais ils ont fait une étude, ce qui est interdit par la loi logiquement, mais ils ont fait une étude sur les origines ethniques des personnes. Ça les segmente en 3 groupes, 33% d'Européens, 29% d'Africains et 36% de Maghrébins. Voilà. Alors là, on est sur, c'est particulier quand même, hein, c'est les violences urbaines. C'est particulier, c'est encore une fois, on peut mettre ça en rapport quand même avec une ghettoisation. Un livre à lire, Le déni des cultures d'Hugues Lagrange. Voilà, il souligne que 11% des Maghrébins, 10% des Africains hors Sahel, 16% des Africains du Sahel ont déjà été condamnés pour une infraction. Chiffre qui repose sur un échantillon de 4500 adolescents issus des mêmes cités. Alors, sur l'islam, sur l'islam, bon, je rappelle la petite phrase de Maurras, hein, je vous la lis entièrement. Cette mosquée en plein Paris ne me dit rien de bon. S'il y a un réveil de l'islam, et je ne crois pas que l'on puisse en douter, un trophée de la foi coranique sur cette colline Sainte-Geneviève, où tous les grands docteurs de la chrétienté enseignèrent contre l'islam, représente plus qu'une offense à notre passé, une menace pour notre avenir. La construction officielle de la mosquée, et surtout son inauguration en grande pompe républicaine, exprime quelque chose qui ressemble à la pénétration de notre pays et à sa prise de possession par nos sujets ou nos protégés. Nous venons de transgresser les justes bornes de la tolérance, du respect et de l'amitié. Nous venons de commettre le crime d'excès, fasse le ciel que nous n'ayons pas à le payer avant peu. C'est très très fort comme citation qui date de 1926. Ce qui est intéressant dans la dernière partie, voilà, Maurras parle quand même, et j'insisterai d'autant plus, voilà, j'insisterai si j'étais dans une conférence avec des gens d'extrême droite, ce qui n'est pas le cas, mais nous venons de transgresser les justes bornes de la tolérance. Oui, il y a une tolérance possible. Les justes bornes du respect et de l'amitié. Oui, il y a un respect et une amitié possible. Voilà. Mais cette tolérance, ce respect, cette amitié ont des bornes. Maurras le notait de manière prophétique en 1926, on voit qu'aujourd'hui, même une petite ville de 3000 habitants, si je ne me trompe pas, comme Guéret, en Creuse, a sa mosquée à l'entrée de la ville. Ça me semble inquiétant comme phénomène identitaire. Quand on parle d'islam et islamisme, j'aime bien parler des cimetières, parce qu'il se trouve que les pouvoirs publics sont très 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 preneurs de créer des mosquées aux musulmans.
alors que beaucoup de leurs mosquées sont vides et que comme ils sont ils sont séparés entre différents courants au sein de l'islam, on préfère en France leur dire restez séparés en différents courants puis on va vous créer pour chaque courant une nouvelle mosquée, que se poser la vraie question de l'intégration de l'assimilation qui ne peut se poser qu'au travers, si je puis dire, si je peux reprendre l'expression de Barès, de la terre des morts. Aujourd'hui, il y a très très peu de cimetières qui acceptent les carrés musulmans. Et selon le ministère de l'Intérieur, entre 75 et 80% des musulmans morts en France sont rapatriés dans leur pays. 75 à 80%. Donc, rien que ce chiffre, j'aurais pu commencer par là, cette conférence. Est-ce que nous voulons que ces gens s'intègrent? Si nous voulons que ces gens s'intègrent et s'assimilent, c'est proprement impossible de les faire s'intégrer et s'assimiler si des gens qui passent leur vie en France sont rapatriés dans leur pays d'origine. Ça veut dire, que déjà le sans-papier vendu par l'extrême gauche n'existe pas. Deux, ça veut dire qu'ils gardent des liens avec leur pays d'origine et qu'il y a un moment donné où il va falloir choisir. Il y a un choix à poser, mais notre société a son choix aussi à faire. Et trois, pour les immigrés qui souhaiteraient s'intégrer, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place? Sujet actuel, j'aurais pas traité en temps normal, mais la question du djihad, je le traite parce qu'il y a deux aspects qui m'intéressent. La question du djihad, selon François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'IRIS, le profil typique du djihadiste n'existe pas. Il y a aussi bien des djihadistes issus des milieux très musulmans, très fondamentalistes qui fréquentent les madrasas, donc c'est les écoles théologiques, les écoles coraniques, et ceux notamment en Occident qui subissent des retournements brusques et des conversions très rapides. Petite anecdote, je ne sais plus si j'ai noté, deux apprentis djihadistes, Youssouf Sarwar et Mohamed Ahmed, qui ont eu leur petite heure de gloire ces derniers temps de mémoire en Grande-Bretagne, qui ont défrayé la chronique comme nous, nos Français convertis ont défrayé la chronique en partant là-bas. Des chercheurs ont essayé de savoir, comment ces jeunes et pourquoi ces jeunes étaient partis faire le djihad alors qu'ils étaient bien implantés et a priori intégrés dans la société anglaise. Alors si vous le savez pas, ça va être sans doute une surprise. En fait, dans les dernières heures avant leur départ, ils sont allés sur Amazon, un site que vous connaissez bien tout. Ils ont commandé deux choses. L'un a commandé l'islam pour les nuls et l'autre a commandé le Coran pour les nuls. Ce qui vous donne quand même l'image des jeunes djihadistes qui vont plus chercher du sens. On est clairement dans la perte de repères. On n'est pas forcément effectivement on est très loin des écoles coraniques. On est plutôt sur le terreau des 70 000 convertis français, par exemple. Il y a 70 000, on estime à 60 à 70 000 Français convertis à l'islam. C'est un terreau favorable. En l'occurrence, ce terreau qui manque de repères, c'est un terreau favorable aujourd'hui au djihad. Je fais un petit peu lien avec le communautarisme. Une histoire sur le communautarisme, c'est très simple. C'est une histoire vraie. C'est un imam qui rencontre un prêtre et l'imam dit au prêtre, lui dit vous en France, vous avez un problème. Les catholiques, c'est que il y a beaucoup de Français qui sont croyants, qui croient au Dieu des catholiques, mais vous avez peu de pratiquants. Et nous, en France, nous les musulmans, c'est exactement l'inverse. On a peu de croyants, mais beaucoup de pratiquants. Voilà. J'en dirai pas plus sur le communautarisme. Je pense que cet exemple parle de lui-même. Donc, sur le point supplémentaire géopolitique, je vais aller assez rapide sur le plan géopolitique parce que beaucoup de points vaudraient une conférence à eux seuls. Et on n'a pas forcément le temps. J'introduis par une petite phrase d'Aymeric Chopral lors d'une conférence sur l'immigration dans les pays européens à Rome en 2004. Si l'Amérique tend à perdre sa dominante blanche et anglo-saxonne, elle reste néanmoins culturellement chrétienne. Plus que cela, les guerres dans lesquelles elle est entrée contribuent au-delà des fractures communautaristes à refonder la nation américaine autour d'une religiosité commune. De là, je vais parler que d'une chose en termes géopolitiques, je vais parler du choc des civilisations. Comme vous êtes tous des lecteurs assidus de l'Action française, vous avez lu un petit article sur le choc des civilisations qui a dû clarifier la position de l'AF. Dans le cadre où vous ne l'ayez pas lu, je vous en dis une petite partie. Donc, selon la théorie du choc des civilisations, la nouvelle ligne de fracture se situerait entre civilisation et grand courant de pensée et non plus autour des États. Culture contre culture, valeur contre valeur.
nous considérons à l'Action française que si cette thèse correspond pleinement au messianisme américain, guerre froide, communisme contre capitalisme, camp du bien contre axe du mal, etc., elle ne prend pas en compte la complexité et l'ampleur des conflits. Le rôle du pétrole dans la guerre en Irak, de la sidérurgie et de l'uranium en Ukraine, des intérêts économiques au Kosovo, etc. Voilà, donc il va sans dire qu'on s'oppose à cette appellation de choc des civilisations. Je mets Choprade un petit peu de côté, parce que Choprade a une définition un peu distincte du choc des civilisations de celle du think tank qui est le concepteur du choc des civilisations. Sur le plan géopolitique, je dirais qu'une chose, sur ce qu'on doit mettre en place, ce qu'on peut mettre en place, c'est évidemment, ça commence par une sortie de l'OTAN, donc c'est sortir concrètement de cette vision du choc des civilisations. Point suivant, l'immigration, une chance économique pour la France. La question est provocante, mais la question est souvent soulevée à gauche. Karine Bernet et Valérie Rabault estiment l'économie française a besoin de 10 millions d'immigrés d'ici à 2040. Why not? L'individualisme des Lumières, lequel ne conçoit la personne comme un unique sujet de droit, réduit la personne à sa seule dimension de consommateur, à son pouvoir d'achat personnel. Chaque individu arraché à sa communauté se trouve bientôt isolé, voire esseulé. L'individualisme transplante au plan social le rêve de l'homme égoïste. Étendu à l'ensemble d'une société, il aboutit à un égoïsme massificateur. Petite citation qui est dans la brochure sur l'immigration. Donc selon l'INSEE, 26% des Français auront plus de 65 ans en 2040, ce qui explique que la politique migratoire serait une réponse au vieillissement de la population selon des économistes. Selon Karine Berger et Valérie Rabault, qui doivent travailler pour Terra Nova, l'idée d'envisager un flux de 300 000 immigrés par an, soit 10 millions de personnes d'ici 2040, qui, selon elles, sont indispensables pour régénérer la population. Je n'ai pas inventé le terme. La population, permettre à notre économie de conserver sa capacité d'innovation et pérenniser notre système de protection sociale. Sur la question de la chance économique et de ce lien avec les retraites, j'en parlerai un petit peu plus loin de l'étude de Terra Nova pour les dernières présidentielles, qui souhaite entre autres que le Parti Socialiste change de socle électoral, l'ouvrier le Parti Socialiste a abandonné l'ouvrier depuis longtemps, se tourne vers les populations immigrées, mais entre autres aussi parce que demain, les deux secteurs qui seront porteurs sont les retraités en France et les immigrés. Petite phrase qui va complètement dans la continuité de Karine Berger et Valérie Rabault, donc Laurence Parisot. Je ne crois pas qu'il faille faire de l'immigration légale liée au travail un problème. Restons un pays ouvert qui accueille de nouvelles cultures et profite du métissage. Voilà. J'ai pas besoin de dire que quand elle a dit cette citation, c'était dans le cadre d'une conférence du MEDEF en 2011. Les enjeux stratégiques maintenant. Alors, l'immigration est à la fois une chance et un défi pour l'Europe. Face au vieillissement démographique de l'Union européenne et au déclin de son taux de natalité, les immigrants légaux sont nécessaires pour combler les manques de main-d'œuvre en Europe. C'est sans appel. Ça fait écho d'ailleurs, j'aime bien le terme de Jacques Attali qui parle de nomadisation. Nomadisation du monde, nous sommes confrontés, nous serons tous que de perpétuels nomades. Le premier enjeu stratégique, alors pas pour nous en l'occurrence, c'est la demande du droit de vote des étrangers. Juste là-dessus, ce petit dessin. Sur les enjeux stratégiques, c'est évident. Ce que j'aime bien dans ce dessin, alors on voit pas la couleur des gens, mais ça aurait été intéressant de voir que les immigrés sont sur le côté. Bien entendu, il y a que des entre guillemets des blancs qui défilent et des gens qui sont vraiment confrontés à l'immigration, parce que tous ces gens-là ont un risque de perdre leur emploi, on le voit, ont tellement un risque de perdre leur emploi qui manifestent donc pour que tous soient légaux. Le dessin se suffit à lui-même. Donc le droit de vote des étrangers aux élections locales. Petite pub de la CIMAD. D'ailleurs, la Fondation Abbé Pierre aussi a fait une pub dans ce sens-là. Le droit de vote des étrangers aux élections locales, je vais m'appuyer sur trois choses.
la question des naturalisations, pour donner le poids un petit peu, le poids de ce public. La France a naturalisé, en 2013, a naturalisé 95 000 personnes. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 140 000 personnes, 135 000 personnes. On estime qu'entre 90 et 2005, ont été naturalisés 1,5 million d'étrangers. Voilà, donc il faut, voilà, effectivement, les naturalisés font partie du socle sont en plus du socle des étrangers qui pourraient voter ou qui peuvent voter déjà aux élections locales. Je vais faire aussi un rapprochement parce que sur la question du droit de vote, je vous ai parlé tout à l'heure du droit pénal et de la question des discriminations, de est-ce qu'on peut ou pas refuser un droit à des gens extracommunautaires. C'est clairement non en Union européenne. Pour l'instant, on peut refuser encore le droit de vote aux étrangers en dehors de l'espace communautaire. Pour combien de temps? L'arrêt Bosman, alors malheureusement j'ai pas l'arrêt Bosman, vous vous souvenez tous, c'est ce joueur de foot de belge si je me trompe pas. C'est une décision de la Cour de justice des communautés européennes considérant que les règlements de l'UEFA et notamment ceux instaurant des quotas liés à la nationalité sont contraires à l'article 48 du traité de Rome sur la libre circulation des travailleurs entre les États membres. Pour l'instant, ça n'a pas d'incidence sur les publics étrangers hors Union européenne. Voilà. On va vers ça demain, c'est une évidence. Dernier point sur le droit de vote des étrangers, les promesses électorales. Donc je rappelle simplement, c'est une promesse électorale d'Hollande, qu'il a réitérée, si vous vous souvenez bien, le 14 juillet dernier. Cette promesse figurait déjà dans les 110 propositions de Mitterrand. Mitterrand, qui avait une connaissance de l'histoire de France, qui savait comment avoir le pouvoir, qui savait aussi comment le garder, a évité de la mettre en œuvre. Rapport de la fondation Terra Nova, donc Terra Nova c'est le think tank du Parti Socialiste, qui a terrorisé, si je puis dire, la prise du pouvoir de l'État par le Parti Socialiste, publié en juin 2012, disait « La France de la diversité est presque intégralement à gauche. L'autopositionnement des individus révèle un alignement des Français d'origine immigrée à gauche de l'ordre de 80-20. On retrouve des scores de cette ampleur dans les bureaux de vote des quartiers populaires. » Ça, c'est la thèse. C'est évident que, en ayant dit ça, c'est évident que Terra Nova ne pouvait que demander au Parti Socialiste de légaliser le droit de vote pour les étrangers. Ouais, j'avais une partie sur la binationalité. La binationalité aujourd'hui en un chiffre, c'est pour ça que c'est vraiment, il y a énormément de chiffres ce soir. J'en suis un peu désolé, mais il faut traiter tous ces chiffres. Binationalité aujourd'hui, c'est 6%. 6% des Français ont une double nationalité. 6%. Il y a un moment donné où, si l'Action française n'a jamais été contre la double nationalité en soi, c'est évident qu'aujourd'hui, la double nationalité, avec tout ce qu'elle prend aussi de lutte étrangère sur notre territoire, là je pense à la double nationalité entre les Français israéliens et Français maghrébins, globalement aux Français monde arabe, c'est évident qu'aujourd'hui, c'est source de conflits sur notre propre territoire, c'est source de confusion, c'est source de perte de repères, et c'est évident qu'on ne peut pas tolérer 6% de double nationalité en France aujourd'hui. Lien citoyenneté et nationalité, là ça pourrait faire râler des royalistes pour le coup, comme ça il faut bien essayer de faire râler un petit peu tout le monde. En fait, à l'Action française, on a l'habitude d'essayer de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et l'idée, du coup, c'est de ne pas jeter, de pas jeter ni la citoyenneté ni la nationalité, et plutôt de les rapprocher l'une et l'autre. Alors, je vais vous dire comment. En parlant d'abord de droit du sol, droit du sang, droit du sol, droit du sang. Vous connaissez les définitions. Je ne l'ai pas noté. Droit du sol, droit du sang, c'est assez simple. Donc, droit du sol, tout enfant né en France, je donne la définition de l'État, hein. Même de parents illégalement présents sur le sol national devient automatiquement français. Voilà, c'est sans appel. En sachant, petite découverte que j'ai fait, on pense souvent que c'est le vieux droit français. En fait, cette théorie arrive en France en 1515, mais n'a pas du tout été appliquée telle qu'on l'entend aujourd'hui. Et c'est seulement la Constitution de 1791, donc il n'y a pas de fumée sans feu, qui rend l'acquisition automatique de la nationalité par la naissance en France. La Constitution de 1791 stipule « sont français les fils d'étrangers nés en France et qui vivent dans le royaume ». Voilà. Première fois que c'est intégré dans une Constitution, 1791.
Donc effectivement, le droit du sol n'a fait qu'aggraver et amplifier les conséquences du regroupement familial. Le droit du sang, simplement pour la définition, donc c'est la règle de droit accordant aux enfants de la nationalité de leurs parents. On est plutôt pour un aménagement du droit du sol. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de rentrer dans des caractéristiques juridiques. Il ne s'agit pas de jeter le droit du sol au profit du droit du sang, parce que faut savoir traditionnellement à l'EF, on est assez réticent au droit du sang pour voir comment le droit du sang a pu être utilisé dans des pays comme en Allemagne. Donc rien n'est simple. La question de l'immigration n'est pas une question simple. Les problèmes juridiques, c'est quelque chose d'ordre complexe où on est forcé de regarder les tenants aboutissants à court, moyen et long terme. On n'a pas de critères. J'essaye pas d'avoir des morceaux de voix après cette conférence. Sur le renforcement entre citoyenneté et nation, là, il est évident que pour nous, ça serait restaurer une éducation civique réelle dans les établissements, valoriser ce qui, entre guillemets, fait France, et instaurer, je dis bien instaurer un service civique. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de restaurer le service militaire, il s'agit vraiment d'instaurer un service civique alors il existe un service civique en France, mais qui n'est pas obligatoire, d'instaurer un service civique obligatoire qui serait plutôt dans le cadre des ONF plutôt que dans le cadre de l'armée. Point suivant sur ce lien entre citoyenneté et nation, c'est la question assimilation-intégration. Alors pour ça, il y a un petit film qui dure 1 minute. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Et je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas, non, ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent, et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. Alors c'est pas tout jeune. Néanmoins, quand on a un allié de ce poids-là, on n'a plus grand-chose à dire sur la capacité d'assimilation et d'intégration. En sachant que depuis, même si Mohamed V a fait énormément pour régulariser les immigrés dans son pays, c'est normal si je puis dire, parce qu'il y avait de la valeur ajoutée, et qu'ils ont besoin d'immigration pour reconstruire une partie du pays. Voilà. Alors pour les politiques d'assimilation en France, elles sont vouées à l'échec pour nous par l'absence de modèle assimilateur. Sans modèle assimilateur, il ne peut pas y avoir d'assimilation. Hume, le père du libéralisme, une nation n'est rien qu'une collection d'individus. Dès lors, il ne reste plus d'autre cadre assimilateur à proposer qu'un modèle abstrait, individualisme et cosmopolite. Globalement, il reste que les droits de l'homme, finalement. Voilà. Oui, deux petites choses sur l'halal. C'est évident que, d'autant plus avec un marché maintenant qui représente, alors je sais plus le chiffre de milliards d'euros, mais qui représente 6 millions de consommateurs. C'est évident que ces 6 millions de consommateurs qui, dans les centres sociaux, par exemple, il n'y avait aucun problème avec le halal il y a encore 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, tous les centres, tous les établissements, c'est le problème dans les écoles, ont du halal. Et donc c'est évident qu'en termes de modèle assimilateur, on fait exactement l'inverse. On n'aura pas de modèle assimilateur tant qu'on continue à louer et à promouvoir le halal. Très intéressant d'ailleurs l'affiche, le quick halal, on s'en serait douté. Très intéressant l'affiche des musulmans qui, entre guillemets, qui veulent résister à la société de consommation, rester musulmans dans la société de consommation. Voilà, là, je passe vite là-dessus. Alors, politique, alors ça c'est un petit truc spécial pour l'extrême droite, j'ai trouvé ça mignon, sur la politique de retour, donc USA immigration. Voilà, vous voyez tous, retourne en Afrique, retourne à Mexico. Bon, on est toujours l'immigré d'un autre. Voilà, c'est la première chose que je veux dire sur la politique de retour. Donc attention aux données assez simplistes, parce que quand j'entends souvent, quand on parle, mais un Français de souche, c'est quoi? Ça a combien de générations?
Est-ce que vous êtes sûr que la personne qui est à côté de vous n'est pas pied noir, harki, a pas donné sa vie pour la France? Les tirailleurs sénégalais qui n'ont pas plus donné que les Français lors de la Première Guerre mondiale, est-ce qu'ils ont moins donné? Non. Voilà, etc., etc. Donc on est toujours l'immigré d'un autre. Il y a des Français, les dom-toms sont, si je puis dire historiquement, sont davantage français que certains territoires, désolé que la Savoie ou Nice par exemple, en termes de durée, 170 ans pour Savoie et le comté de Nice, 400 ans pour les dom-toms. Voilà, il faut toujours l'avoir en mémoire. Cet effet de bascule, je le prends vraiment en considération. Non pas pour rendre humain notre politique contre l'immigration, il ne s'agit pas de ça, simplement qu'on sache raison garder. Aucun des sujets qu'on traite, on traite nos sujets qu'au travers de l'intérêt national, donc aucun des sujets que nous traitons ne peut être, ne peut être traité à la légère. La politique de retour, on appelait ça aussi l'inversion des flux migratoires. Voilà, c'est assez simple, j'ai pas grand chose à dire dessus. Politique de retour consiste à inverser le sol migratoire, refuser les personnes en situation irrégulière sur le territoire, restreindre au maximum les entrées, pour ça il faut sortir de l'Union européenne entre autres, favoriser les départs par une aide au retour, voilà, voire une obligation en retour dans certains cas, et bien entendu, ce que je n'ai pas noté, mais la coopération, je crois que j'y viens, j'en parlerai pas, mais il y aurait une vraie conférence à faire sur les politiques de coopération, telles que font un certain nombre d'ailleurs de nos amis en Afrique, politiques avec la francophonie, qui ne sont plus faites. Les crédits qu'a loué la France pour l'Afrique, aujourd'hui, sont des crédits que la France donne à l'Union européenne, qui elle-même décide d'allouer ou pas d'ailleurs à l'Afrique. Donc la présence française en Afrique, c'est peanuts. C'est peanuts. Tant qu'on n'aura pas, tant qu'on n'aura pas une véritable volonté mondiale, géopolitique, si je puis dire, de s'installer durablement. Je parle politiquement, je parle pas humainement, en Afrique. Je parle pas de colonisation. Je parle vraiment politiquement, de s'installer politiquement. Je crois pas qu'il y aura de vraie politique de retour. Il y a des exemples réussis. Je donne l'exemple d'une école de génie civil, de BTP, où ils sont partis il y a 10 ans. Avec une quinzaine de Français, conducteurs de travaux, ingénieurs, fonder une école à Madagascar avec un projet très simple. En 7 ans, l'école était livrée clé en main à l'État de Madagascar. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, les salariés, les expats revenaient en France. Donc on enseignait là-bas, j'ai un certain nombre de camarades de promo qui sont allés enseigner là-bas. Ils enseignaient là-bas 2 ans, ils revenaient en France. Au bout de 7 ans, l'école aujourd'hui a un directeur, a des ingénieurs, des conducteurs de travaux, sur place, produit 100% national. C'est une création française, reste un lien avec la France. Là, c'est une coopération réussie. Avec des coopérations réussies de cette qualité-là, c'est évident qu'on peut se permettre des vraies politiques de retour. C'est évident qu'on peut se permettre aussi de réguler davantage les frontières, parce que les pouvoirs en place, et le pouvoir de Madagascar, a tout intérêt, par exemple, de travailler main dans la main avec nos institutions. Voilà. Dernière partie, nos positions. Nos positions, oui, ça commence par une petite vidéo. Monsieur Mitterrand, si on vous a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ça n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon, si blessante pour les autres. Il est important, effectivement, de ne pas oublier que le monopole du cœur, on va reprendre cette expression, n'appartient pas à la gauche, n'appartient pas à l'extrême gauche. Et c'est entre autres parce que on s'oppose à l'homme déraciné, à l'homme des Lumières, à l'homme abstrait, qu'on s'oppose aux victimes finalement de l'immigration. C'est parce que on aime profondément notre pays et qu'on souhaite travailler pour le bien commun de la France, qu'on souhaite que l'immigration soit régulée. Voilà, et ça faut pas l'oublier comme argument. Voilà.
Alors, quels pourraient être les axes d'une saine politique d'immigration? Solutions au problème de l'immigration sont à rechercher autour de 5 axes. Je les ai listés, en fait j'ai une liste donc voilà, des 20 points qu'on pourrait mettre en place, qu'on pourrait mettre dans les 5 points que je vais vous dire. Donc bien entendu, on n'oublie pas le monopole du cœur. J'insiste aussi sur 2 choses. Là, j'aurais dû commencer par là pour nos positions. Donc nos positions sont toujours par rapport à l'intérêt national, sont aussi sur la dignité de la personne. Nous sommes les premiers à vouloir que soient inscrits dans la Constitution les racines chrétiennes. Ces racines chrétiennes ne prennent du sens que si nous-mêmes, nous ne voyons la personne qu'au travers de ces racines. Si nous bougeons d'une ligne par rapport aux personnes, les racines, elles s'inventent pas, c'est nous qui les mettons en place. La France a été réalisée par 43 parce que 43 ont voulu donner cette inclination, d'une France chrétienne. Donc premier axe, politique de retour. Deuxième axe, donc je reviens pas dessus, hein, c'est en raccourci ce que je vous ai dit. Deuxième axe, politique d'assimilation. Troisième axe, d'intégration. Quatrième, politique familiale. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est évident que il y a des vrais enjeux quand même économiques aujourd'hui où on manque pour payer les retraites, entre autres, etc., etc. On va pas aller sur ce sujet-là, mais c'est évident qu'une politique familiale serait plus qu'adaptée à la France. Et une politique de coopération. Politique de coopération, je vous lis un petit texte du pape François. Pour cela, donc une phrase qui vient juste de sortir, date de son voyage à Istanbul aux réfugiés. Pour cela, il faut tout mettre en œuvre pour éliminer les causes de cette réalité, l'immigration. On est sur la même longueur d'onde. Je lance un appel à une plus grande convergence internationale destinée à résoudre les conflits qui ensanglantent vos terres d'origine, à contrecarrer les autres causes qui poussent les personnes à laisser leur patrie et à promouvoir les conditions pour qu'elles puissent y rester ou y retourner. Pas grand-chose d'autre à ajouter. Pour le mot de la fin, je le laisse au prince. Parlant du communautarisme, le prince Jean disait dans Un prince français, donc c'est un ouvrage de 2007 de mémoire, « Je ne crois pas qu'il suffise d'affirmer la laïcité de l'État pour donner à chacun l'envie de participer à l'aventure nationale, quelle que soit son origine. La France doit être fidèle aux promesses de son baptême pour être respectée dans le monde et par tous ceux qui sont venus y vivre. Si nous dénigrons notre histoire, si nous renions notre vocation, si nous n'éprouvons pas la fierté d'être français, pourquoi des étrangers adopteraient-ils nos lois et nos coutumes ? Comment leur faire aimer la France si nous ne l'aimons plus nous-mêmes ? Pour le reste, il revient aux étrangers, dès lors qu'ils sont présents en France, de respecter nos lois, comme doivent le faire tous les Français. » En conclusion, la résolution des problèmes posés par la politique immigrationniste de la République et de l'Union européenne suppose la reprise en main par les Français de leur destin. Seul un gouvernement indépendant des divers groupes de pression, on a vu lesquels, soucieux, et entre autres par groupe de pression j'entends aussi la démocratie, soucieux sur le long terme de l'avenir de la France et assurant la souveraineté du pays, sera capable de conduire une telle politique, de manière globale et mesurée, en ayant le seul souci de l'intérêt national. Voilà. Conclusion, en matière d'immigration, le problème c'est aussi la République. Merci. Simplement, j'avais juste, je vous la montre pas tout de suite, simplement à ceux qui le souhaitent après. C'est une petite vidéo qui dure 5 minutes, mais je la montrerai après, qui s'appelle Le Quota. Pour ceux qui, parce que je veux pas m'éterniser, sinon vous pouvez regarder sur internet, sur Dailymotion ou YouTube. Le Quota, c'est fait par des acteurs de prestige, entre autres de Clovis Cornillac par exemple. À l'époque d'une circulaire Sarkozy, je vais pas montrer, ça aurait été vraiment trop long, hein, mais c'est un petit bijou, donc c'est intéressant de le voir. C'est sous une circulaire de Sarkozy qui, alors je sais plus, parlait de l'intégration des immigrés, et donc du coup, je vous encourage à la voir, parce que je ne veux pas vous en dire plus, qu'il faut que vous alliez la voir. De toute
façon, c'est simple, depuis que le nouveau est arrivé, à l'atelier, il y a vraiment une ambiance de merde. On commence tous à regretter Martineau. Tiens, au moins, avec lui, c'était... T'attends quelqu'un? Non. Non, ça doit être un voisin. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est pour? Eh bien, je suis le noir de service. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Ah bonjour monsieur. Je me présente, je suis Mamadou, le noir de service. Le noir de service? Bon, je te laisse faire, je vais finir la vaisselle. Ah, je peux la faire si vous voulez. Attendez, qu'est-ce que vous voulez exactement? Bah moi rien. Je suis le noir de service, c'est tout. C'est comme ça, ce n'est pas moi qui fais les lois. Il y a un quota de noirs à respecter. Voilà. Un quota de noirs à respecter? Bien sûr. Avant, c'était limité à la télévision. Mais aujourd'hui, cette loi a été adaptée dans le but de renforcer la cohésion sociale et le rapprochement entre les peuples et les ethnies. Ainsi, le gouvernement a décidé d'imposer un quota de noirs à chaque foyer. Enfin, noir ou maghrébin. Ah, et pas de chinois? Non, pas de chinois. Non. Donc là, si je comprends bien, là, vous sonnez chez nous, là, et vous êtes le quota de noirs dans notre foyer. Tout à fait. Ah, comme Ngouma dans Jules Lescaut. Ou Bamari dans Navarro. Entre nous, je m'appelle Jean-Baptiste, mais comme c'est pas assez exotique, j'ai changé pour Mamadou. Oui. Vous savez, nous, on a besoin de personne ici, hein. Pas de noirs, enfin, personne, quoi. Je ne suis pas là parce que vous avez besoin de moi. Je suis là pour la cohésion sociale. Mais rassurez-vous, je ferai bonne impression auprès de vos amis. Je suis cultivé, vous savez. Ah bon? Mais pas trop. Rassurez-vous. J'ai là une brochure qui pourra vous donner de plus amples informations, éditée par le ministère de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Identité nationale. Ah bon? Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer, là? Vous vous installez et nous on ferme notre gueule, c'est ça? Bah, chérie, sois pas vulgaire. Il est pour rien, lui, c'est pas lui qui fait les quotas. Merci. En fait, vous pouvez réfléchir et discuter. Vous pouvez même décliner mon offre. Vous verrez, c'est expliqué dans la brochure. Je serai obligé de le signaler et vous serez exposé à un risque de contrôle. Ben, un contrôle de quoi? Un contrôle de noir. La vache. Ah, le texte de loi est formel. Chaque foyer doit disposer d'un noir ou d'un représentant d'une minorité ethnique. La loi, c'est la loi. Un foyer, un noir, un foyer. Oui, mais nous, on n'a jamais entendu parler de cette loi. Ah, elle est passée au mois d'août, comme une lettre à la poste. Ils connaissent leur métier au gouvernement. Bon, donc là, si j'ai bien compris, on est obligé de vous accepter tout noir que vous êtes et de vous ouvrir la porte de notre salon. C'est comme la redevance télé. C'est embêtant de la payer, mais on la paie quand même. Bah, écoutez, moi j'ai rien contre vous personnellement, hein, mais franchement, accueillir un noir chez moi comme ça, c'est pas trop mon truc. Vous pensez vraiment que c'est son truc à Julie Lescaut d'avoir Ngouma dans son équipe? Elle fait avec. Vous ferez avec. Bon, bah, on est donc obligé d'avoir un noir à la maison. Et pourquoi ce serait vous? Pourquoi pas un autre? Vous avez tout à fait raison, madame. Mademoiselle. Mademoiselle. Mais moi, j'ai des garanties. Mon test ADN est à jour, j'ai réussi mon examen linguistique avec mention, et je suis familier avec l'histoire et la culture française. J'ai lu Pagnol. Ah. Ouais, quand même. Et sinon, on a droit à une période d'essai ou quelque chose comme ça? Je sais pas, par exemple, si on vous dit oui maintenant, on peut revenir en arrière? Non, il n'y a pas de délai de rétractation. Bon. Mais on fait quoi? Tu fais ce que tu veux, moi je vais essuyer les assiettes. Ouais, bonjour. Bonjour, je suis l'arabe de service. Ouais, non mais écoutez, c'est très gentil, j'ai déjà un noir. Et déjà, il en rentre pas une, il passe ses journées dans le canapé à fumer des pétards et à jouer à la console. Et je suis sûr qu'il se tape ma femme en douce. Alors j'ai pas commencé à apprendre un arabe en plus, hein, faut me comprendre. Ouais, je vous comprends. Vous pourriez me signer ma feuille? C'est pour avoir la preuve que je vous ai démarché, sinon ils vont me couper les aides, hein, vous savez ce que c'est. Ouais, bien sûr, pas de problème. Merci. Bah, bon courage. Hein. Bah merci, vous aussi, au revoir. Ba-da-da-da-da-da-da.